Et non, j'ai toujours pas d'intro vidéo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode très spécial de Top 5. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 catcheurs qui sont morts très jeunes et comme vous allez voir de manière souvent tragique. L'histoire que je vais vous raconter est avant tout un hommage à ces catcheurs qui sont partis beaucoup trop tôt. Alors bien sûr cette vidéo n'est pas un top 5 à part entière, puisqu'on va pas classer chaque décès, ça serait très glauque sinon, mais je vais vous en parler en listant ces catcheurs tour à tour. Avant même qu'il arrive au monde, le destin avait prédit à Brian Pillman un avenir funeste. Il naît en 1962 et dès ses premiers mois de vie, on lui trouve des cellules cancéreuses dans la gorge, ce qui a pour conséquence plus d'une trentaine d'opérations dans la gorge de Brian Pillman dès la petite enfance. C'est notamment pour ça qu'à l'âge adulte, il aura une voix très spéciale et très grave. Le premier choix de carrière de Brian Pillman est de devenir footballeur professionnel. Malheureusement, sa petite taille va le freiner dans son ascension, puisqu'on sait qu'au football américain, il faut être quand même très costaud et très grand. Du coup, il décide de se lancer dans le catch et va commencer à s'entraîner chez Stu Hart au Canada avant d'intégrer la fédération Stampede Wrestling. Durant toute sa carrière, Brian Pillman était assez flamboyant sur le ring, c'était un petit peu un précurseur, c'était l'un des premiers high flyers de l'époque, il était très agile et utilisait beaucoup la troisième corde. Il a également fait partie d'une équipe mythique avec Steve Austin à l'époque, à la WCW, les Hollywood Blondes, avant de poursuivre sa carrière en solo avec la gimmick du Loose Cannon. Quelqu'un qui était totalement lunatique et complètement fou. Cette gimmick de rebelle a notamment inspiré CM Punk bien des années plus tard. Alors qu'il commence à connaître la gloire du côté de la WCW dans le milieu des années 90, Brian Pillman va décider de signer à la WWF, la fédération de Vince McMahon. Seulement quelques mois avant d'arriver chez Vince McMahon, il a un grave accident de la route qui a failli lui coûter la vie. Même s'il a survécu, cet accident a eu des conséquences terribles pour la vie de Brian Pillman et pour sa carrière. En effet, sa cheville a été totalement fracassée lors de l'accident, avec un pied qui était totalement retourné à 180 degrés. Les médecins ont tout de même réussi à sauver sa jambe, mais c'était vraiment un miracle. Du coup, Brian Pillman a eu d'énormes problèmes après pour catcher, puisqu'il avait souvent des blessures, et il est devenu accro aux antidouleurs. Cette addiction aux médicaments, plus un début de dépression, parce que Brian Pillman ne pouvait plus catcher comme avant, ne pouvait plus vivre comme avant, va commencer à le précipiter vers la fin. En 1997, il arrive toutefois à la WWF et entame une rivalité avec Stone Cold Steve Austin. Cette rivalité est connue notamment pour le segment Pillman Got a Gun, où lors d'une séquence vidéo où Stone Cold Steve Austin s'introduit chez Brian Pillman, ce dernier sort un pistolet et le braque sur Stone Cold. A l'époque, ça avait fait une énorme polémique du côté des États-Unis et on n'a jamais revu ça dans une storyline. Durant les derniers mois de sa vie, Brian Pillman catch du côté de la Hart Foundation et sa dernière rivalité est une rivalité vraiment bancale contre Goldust. Brian Pillman meurt à 35 ans d'une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel le jour du pay-per-view In Your House Bad Blood, où l'Undertaker et Shawn Michaels se sont affrontés pour la première fois dans un Hell in a Cell. Si vous voulez plus d'informations sur la carrière de Brian Pillman, je vous invite à aller voir l'épisode de la fabuleuse histoire du catch américain qui lui est consacré sur la chaîne YouTube C'est ça le catch. Je vais maintenant vous parler d'un catcheur pas très connu, mais dont l'histoire va vous faire frémir. Kerry Von Erich est un catcheur né en 1960 aux États-Unis. Il a catché la plupart de sa carrière dans de petites fédérations locales ou dans les territoires de la NWA. Son fait d'armes le plus célèbre reste sa victoire retentissante sur Ric Flair en 1984 pour remporter le titre suprême de la NWA. Toutefois, 2 ans après cette victoire retentissante, la vie de Kerry Von Erich va être transformée drastiquement. En effet, le 4 juin 1986, Kerry Von Erich a un grave accident de moto et sa jambe droite est gravement blessée. Les médecins ne pouvant pas sauver l'intégralité de sa jambe, décident d'amputer son pied droit. Kerry va donc avoir une prothèse à son pied droit et garder le secret de son amputation auprès de tout le monde. Il va continuer à catcher comme si de rien n'était, gardant même ses bottes lors de son passage à la douche pour garder le secret, mais sa vie va être chamboulée puisque comme pour Brian Pillman, il va devenir accro aux antidouleurs. Et en plus de ça, il va devenir accro à d'autres types de drogues qui vont conduire à sa perte. En février 1993, alors qu'il est arrêté par la police pour possession de stupéfiants et qu'il attend d'être jugé, Kerry Von Erich se tire une balle dans le cœur au domicile familial. Kerry Von Erich n'avait que 33 ans. Bret Hart écrira dans sa biographie quelques temps plus tard que Kerry Von Erich lui avait fait part de ses problèmes à l'époque, qu'il montrait des signes de dépression et qu'il pensait que sa vie devait se terminer. Vous trouvez l'histoire de Kerry Von Erich triste? Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de ses frères et de la famille Von Erich. Il faut savoir que la famille Von Erich est maudite et que tous les frères de Kerry Von Erich ont subi des tragédies. Et je vais tout de suite vous raconter le destin des frères de Kerry Von Erich. Le plus grand frère de Kerry, Jack, décède alors qu'il est enfant, électrocuté dans une flaque d'eau. Il n'avait que 7 ans. La tragédie continue avec David, le 3e de la lignée, qui lui aussi a connu son lot de malheurs. David a lui aussi eu une fille en 1978, qui est décédée à l'âge de 6 ans. Alors qu'il est parti pour faire carrière dans le catch, comme Kerry, David meurt à 26 ans avec des circonstances très troubles. Malgré qu'on ne sache pas vraiment quelles sont les causes de son décès, Ric Flair et Mick Foley ont déclaré que sa mort était sûrement due à une surdose de drogue. Mike Von Erich est le frère cadet de Kerry. Après le décès accidentel de son grand frère David, Mike a dû prendre sa succession
et catcher à sa place. Seulement Mike ne voulait pas du tout être catcheur. Il souhaitait être dans le monde du catch, mais préférait être caméraman. Mike a subi une grave blessure à l'épaule qui a nécessité une opération. L'opération ne s'est pas très bien passée, et sa récupération non plus. Son père et le patriarche de la famille, Fritz von Erich, le force à remonter trop tôt sur le ring, ce qui va conduire Mike dans un état de dépression. Acculé par les blessures et par les drames qui touchent sa famille, Mike se suicide à 23 ans via une surdose de médicaments. Et enfin, Chris von Erich est le dernier né de la famille. C'est le plus jeune frère de Kerry et le plus jeune fils de Fritz von Erich. Chris est né malade, il avait de l'asthme et d'autres problèmes qui ont fait qu'il devait prendre des médicaments tous les jours. Sentant qu'il ne pourrait jamais devenir grand et fort comme ses frères pour faire du catch, Chris était totalement déprimé et frustré. Il a également eu le cœur brisé par le destin de ses frères et s'est lui aussi suicidé d'une balle dans le cœur alors qu'il n'avait que 22 ans. Finalement, parmi les fils de Fritz von Erich, il ne reste plus que Kevin von Erich, qui est le seul à avoir échappé à un destin funeste. Malgré cette série de tragédies pour cette génération, la famille von Erich continue de grandir et continue d'offrir des talents au monde du catch aujourd'hui. Le prochain catcheur dont je vais vous parler est l'une de mes idoles de jeunesse, l'un des plus grands underdogs de l'histoire. Je vais vous parler de Eddie Guerrero. Tout comme pour la famille von Erich, la famille Guerrero est l'une des familles les plus influentes dans le monde du catch nord-américain. Dans sa jeunesse, Eddie Guerrero va vouloir suivre les traces de ses frères et de son père et devenir catcheur professionnel. Il se fait remarquer et est engagé par la WCW dès 1995. Avec d'autres catcheurs comme Dean Malenko, Chris Jericho et Chris Benoit, il participe à la montée en force des cruiserweights dans le monde du catch. D'ailleurs à l'époque, il a fait des matchs absolument fantastiques, notamment avec son bon ami Rey Mysterio. Bien qu'il ne laissait rien transparaître sur un ring, Eddie Guerrero avait une face sombre et de graves problèmes d'addiction. À la fin des années 90, ses problèmes personnels vont s'amplifier, puisqu'il va d'abord être victime d'un très grave accident de la route, dont il ressortira miraculeusement indemne, et va connaître des problèmes conjugals avec sa femme Vicky Guerrero. Malgré cela, il va intégrer la fédération de Vince McMahon au tout début des années 2000. Malgré un début de carrière chez WWE un petit peu en dents de scie et des problèmes personnels toujours présents, Eddie Guerrero va lentement arriver sur le chemin de la rédemption et s'en sortir. En effet, dès 2003, ses problèmes de drogue sont derrière lui et il a renouvelé ses vœux avec sa femme Vicky Guerrero. Cette nouvelle philosophie de vie va lui permettre de monter en grade à la fédération et de devenir en 2004 l'un des main eventers de SmackDown. Il va même devenir champion de la WWE à No Way Out 2004 en battant Brock Lesnar. C'est un véritable accomplissement pour Eddie Guerrero après toutes ces années de galère. Malheureusement, le 13 novembre 2005, le rêve s'arrête et Eddie Guerrero est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Il a succombé à une crise cardiaque. Il n'avait que 37 ans. Hardcore, qui était l'un des plus proches amis d'Eddie Guerrero, a expliqué que même si l'année 2005 est l'une des meilleures de sa carrière, Eddie Guerrero était en souffrance constante, sur et en dehors du ring. Eddie Guerrero est devenu en 2006 le plus jeune membre du Hall of Fame de la WWE. Je vais maintenant vous parler d'un catcheur très connu, dont la vie a été fauchée très jeune. Owen Hart est un membre de la famille Hart, l'une des familles les plus influentes dans le catch canadien. Il est notamment le frère du hitman Bret Hart et le fils de Stu Hart, un homme qui est connu pour avoir son donjon et qui a entraîné de nombreux talents. Owen Hart démarre dans le monde du catch en 1988 et le début de sa carrière va être très mouvementé puisqu'il va catcher un petit peu partout autour du monde. Il arrive à la WWF en 1991 et ses premiers faits d'armes sont deux confrontations mythiques contre son frère Bret Hart lors de WrestleMania 10 et de SummerSlam la même année. Ensuite, il a fait équipe avec le géant japonais Yokozuna et a fait partie de la Hart Foundation avec Brian Pillman notamment. À la fin des années 90, le personnage et la gimmick d'Owen Hart commencent à battre un petit peu de l'aile, et pour le relancer, Vince McMahon décide de le faire apparaître en Blue Blazer. Le Blue Blazer est une gimmick assez étrange, puisque Owen Hart porte une combinaison bleue et apparaît masqué. Malheureusement, c'est cette gimmick de catcheur qui va lui être fatale, et qui va lui coûter la vie. En effet, l'entrée au ring du Blue Blazer s'effectue par les airs, il est donc retenu par une corde, et arrive tranquillement au ring. Seulement, lors du pay-per-view Over the Edge en 1999, l'impensable se produit et Owen Hart chute au moment de son entrée. La chute est absolument terrible. Il tombe de 24 mètres directement sur les cordes du ring. Des témoins ont évoqué que Owen Hart a essayé de se relever au moment de sa chute, mais qu'il s'est effondré aussitôt. Malgré une prise en charge très rapide, Owen Hart est déclaré mort lors de son arrivée à l'hôpital. Il a en effet succombé à une hémorragie interne ainsi qu'à une rupture de l'aorte. Owen Hart meurt sur le ring à l'âge de 34 ans. L'ironie du sort est que Owen Hart voulait quitter le monde du catch et qu'il souhaitait devenir pompier. Il existe plusieurs regrets par rapport à la situation d'Owen Hart. D'abord, il n'a jamais été champion dans la WWE malgré des performances incroyables à l'époque, et ensuite, il n'a jamais été intégré au Hall of Fame de la fédération. Il est même très peu mentionné en général par la WWE. Peut-être que la fédération se sent coupable, puisque l'accident d'Owen Hart serait dû à un souci technique et à du matériel de trop basse qualité. Quoi qu'il arrive, l'accident d'Owen Hart est l'une des histoires les plus tristes dans le monde du catch.
La dernière histoire que je vais vous raconter est l'une des plus atroces. Chris Benoit est un catcheur canadien réputé pour avoir travaillé à la WCW et à la WWE. Il rencontre sa femme Nancy dans le milieu des années 90 dans une situation un peu bizarre. En effet, Nancy était alors la femme de Kevin Sullivan, le booker de la WCW, et Kevin Sullivan avait décidé à l'époque de mettre Chris Benoit et Nancy dans une storyline où ils tombaient amoureux. Sauf que la réalité a rattrapé la fiction puisque Chris Benoit et Nancy sont vraiment tombés amoureux et qu'ils se sont mariés quelques années plus tard. Cette histoire est amusante, mais on verra plus tard que le destin a joué un bien vilain tour à la femme de Chris Benoit. Chris Benoit poursuit son ascension à la WCW, allant même jusqu'à remporter le titre suprême, mais comme son ami Eddie Guerrero, il décide de quitter la fédération à la fin des années 90 pour s'engager chez le concurrent WWE. Et à l'inverse d'Eddie Guerrero qui a connu un démarrage un peu moyen, Chris Benoit prend la route du succès et offre des matchs mémorables. En 2004, il parvient même à devenir champion poids lourd de la WWE en battant Triple H et Shawn Michaels dans le main event de WrestleMania 20. Le match est fantastique et Eddie Guerrero rejoint Chris Benoit à la fin du match pour célébrer avec lui. Les deux sont alors champions de chaque division et l'image est alors magnifique. Toutefois, comme Eddie Guerrero, le destin de Chris Benoit va basculer dans l'horreur. En 2007, la famille Benoit au grand complet est retrouvée morte à son domicile. Chris Benoit, sa femme Nancy et leur jeune fils Daniel sont tous retrouvés sans vie. Les autopsies révéleront que Chris Benoit a tué sa femme et son fils avant de se donner la mort. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui a poussé Chris Benoit à commettre de telles atrocités. Une théorie a circulé comme quoi Chris Benoit devait être sous l'emprise de stéroïdes et dans un excès de rage s'en est pris à sa famille. Toutefois, Chris Jericho, qui était l'un des plus proches amis de Chris Benoit, a révélé dans une interview que le problème ne provenait pas forcément d'une prise de stéroïdes, mais d'une maladie mentale chez Chris Benoit. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'après l'autopsie du corps de Chris Benoit, les médecins ont découvert que le cerveau de Chris Benoit était similaire à celui d'un vieillard. Alors comment expliquer que son cerveau se soit autant détérioré? Eh bien, il est possible que ce soit dû aux nombreux chocs qu'il a pris à la tête lors de sa carrière de catcheur. Et finalement, la mort de Chris Benoit a eu d'énormes conséquences pour la WWE puisqu'il a drastiquement changé sa politique de protection des stars. Par exemple, tous les coups violents à la tête ont été prohibés. La wellness policy est aussi entrée en vigueur afin d'éviter le dopage et la prise de stéroïdes. Le nom de Chris Benoit n'a plus jamais été dit à la fédération depuis 2007. Il n'y a plus aucune mention de lui ou de sa carrière. Et je doute fort qu'il intègre un jour le Hall of Fame. Voilà, cette vidéo un peu triste s'achève, j'espère que je ne vous aurai pas trop cassé le moral. D'autres catcheurs auraient pu figurer parmi cette liste. Je pense à des catcheurs partis trop tôt comme Kurt Hennig, le British Bulldog, Umaga, Viscera, ou encore Adrian Adonis qui est décédé lors d'un accident de voiture. N'hésitez pas à me mettre un bon gros like si cette vidéo vous a plu, et puis si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire par commentaire laquelle de ces 5 histoires vous a le plus marqué. Pour finir, j'aimerais vous remercier parce que le nombre d'abonnés et le nombre de vues augmente beaucoup ces temps-ci. Et un grand merci également à ceux qui partagent mes vidéos sur les réseaux sociaux, les forums, les groupes Facebook. C'est notamment grâce à vous que la chaîne se développe. Voilà, c'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.